rejoignez sur la chaîne Astronature 49. Alors je vous apprends rien, bien sûr, si je vous dis qu'il faut simplement appuyer sur le bouton déclencheur de votre appareil photo numérique pour débuter l'astrophotographie. Alors, vous l'aurez compris, dans cette émission, nous allons nous intéresser à l'astrophotographie. Alors, il s'agit d'une passion, en fait, dans une autre passion, bien sûr, la photographie dans l'astronomie. Et l'apprentissage, bien sûr, est assez laborieux et complexe pour ceux qui débutent notamment. Alors, APN réflexe, caméra planétaire, autoguidage, sensibilité, ouverture du diaphragme, obturation, autofocus, dark, flat, offset, il y a plein de termes assez complexes pour le moment, surtout si vous êtes débutant. Alors, comment s'y retrouver dans tous ces termes techniques ? Et comment prendre sa première image d'un paysage nocturne pour ensuite imager sa première nébuleuse ou encore sa première planète, chercher des détails sur celle-ci. Alors, nous espérons que cette vidéo va vous guider dans vos premiers pas en tant que chasseur d'images nocturnes, APN en bandoulière. Donc, avec moi pour en discuter, Pascal et Mathieu, deux modestes astrophotographes amateurs. Alors, merci à vous deux de vous présenter pour cette expérience professionnelle. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on parle souvent de l'œil de photographe. Pascal, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Très bien, alors c'est vrai que la photo est quelque chose de formidable, hein. On a tous, d'ailleurs, on prend tous des photos avec nos smartphones, avec effectivement des APN, tout cela. Mais des fois, comme tu le disais, hein, bien souvent, il suffit juste d'appuyer sur le bouton et puis voilà. On n'est pas toujours très satisfait d'ailleurs du résultat. Alors, pour essayer de faire simple dans cette nouvelle rubrique que l'on va commencer donc à faire, pour apprendre la photo, il faut déjà bien connaître ce qu'est l'œil. Si on sait comment l'œil fonctionne, eh bien, on saura comment un appareil photo fonctionne. En fait, ça va bien nous aider. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'œil, tout simplement. Oui. Alors, tout le monde sait que notre œil, elle va d'abord permettre de recevoir de la lumière. D'accord ? La lumière qui sera ensuite, qui va se converger, qui va arriver jusqu'à la rétine, et ensuite qui va être changée en impulsion électrique, hein, et puis former une image dans notre cerveau. En fait, on ne voit pas avec notre œil. En réalité, on voit avec notre cerveau. Mais avant que cela arrive à notre cerveau, du moins déjà jusqu'à la rétine, eh bien, la lumière va passer quelques étapes. Alors, la première étape, c'est, on va dire, la couche superficielle de notre œil, ce que l'on appelle la cornée. Alors, la cornée, elle est transparente, c'est bien pratique, la lumière va pouvoir passer. Puis, vous avez remarqué, juste après la cornée, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a un trou que l'on appelle la pupille. Et la pupille, d'ailleurs, elle a pour fonction de s'ouvrir, de ce que l'on appelle une mydriase, ou bien au contraire, un myosis, c'est-à-dire de se rétrécir, tout simplement pour filtrer la quantité de lumière à passer. Hein, et on va voir par la suite pourquoi. Ensuite, quand on avance un petit peu dans le plan, hein, si on prenait un plan sagittal de l'œil, eh bien après la pupille, il y a ce qu'on appelle le cristallin. Le cristallin qui est aussi transparent, hein, c'est une espèce de lentille, hein, qui est biconvexe en fait, et qui va permettre à la lumière de s'orienter en un point précis. Et notamment, le point précis, c'est sur la rétine. Alors, soit dit en passant, ça nous permet de comprendre pourquoi certains sont myopes et certains sont hypermétropes. C'est parce que, justement, la lumière, au lieu d'arriver sur la rétine en un point précis, elle va arriver juste après la rétine ou avant. Et donc, c'est ça que l'on parle en fait de la myopie ou de l'hypermétropie, hein, en fonction de la distance. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait
réparer cela, on va tout simplement mettre une paire de lunettes qui va inversement faire courber les rayons lumineux pour que ça arrive bien. Voilà, en fait, c'est ça. La première chose à savoir, c'est que, bien, comme dans un appareil photo, eh bien, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin que cette lumière soit filtrée, et nous avons besoin que cette lumière arrive d'une manière précise sur notre rétine, parce que si elle arrive avant ou après, eh bien c'est ce qu'on appelle le flou. Et c'est ce que l'on retrouve aussi quand on n'a pas bien réglé notre APN ou notre objectif, eh bien les images vont être floues. Donc on garde ça en tête, c'est très simple. Lumière qui arrive, vitesse, là on va en parler un petit peu après dans les caractéristiques, mais voilà, donc pour faire simple, on peut dire que on garde cette notion de lumière, de filtre et de netteté. Voilà, donc merci Pascal pour cette petite intro. Alors là, on n'est pas en cours de SVT vraiment. Donc, comment fonctionne un appareil photo et quelles sont ses caractéristiques principales? Voilà, alors pour faire simple, il faut savoir qu'en fait, on a besoin de connaître la focale utilisée. En fait, la focale, c'est quoi? C'est l'objectif qui va avoir une certaine longueur de champ. Donc, c'est-à-dire que on va vouloir prendre quelque chose de très loin, donc on va augmenter en fait la focale, ou bien au contraire la diminuer pour avoir des choses en premier plan. Ensuite, ce qu'il faudra savoir, c'est la quantité de lumière que l'on aura besoin. Et cette quantité de lumière va nous être donnée un petit peu comme l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure avec la pupille, c'est-à-dire qu'il nous faudra un diaphragme. Et le diaphragme également, il a une focale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la régler, plus ou moins grand, en fonction de la lumière désirée. Et puis, ajouter à cela, il faut aussi ce que l'on appelle une vitesse d'obturation. C'est-à-dire que la focale, elle va être indiquée par le diamètre qui va permettre de faire venir la lumière. Mais pendant combien de temps on va faire venir la lumière? Eh bien, en fait, ce temps va être déterminé par ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Pourquoi cela? Bien parce que si on laissait bien ouvert, alors on aurait beaucoup de lumière qui rentrerait, mais à l'arrière, l'équivalent de la rétine, ou bien à l'époque c'était ce qu'on appelait de l'argentique, eh bien ce serait grillé, et puis inversement, si on veut un minimum de lumière, eh bien on va augmenter la vitesse d'obturation. En fait, voilà, on va régler, on va filtrer cela. Bien, maintenant, en astrophoto, bien, on aura besoin, au contraire, puisqu'on va voir les choses très très peu lumineuses en réalité. Donc, il va falloir augmenter la lumière, une focale suffisamment grande. Alors, nous sommes aidés bien sûr avec les télescopes, mais il va falloir augmenter la lumière. Et puis, il va falloir aussi augmenter quelque chose. C'est ce qu'on appelle la sensibilité exprimée en ISO, la sensibilité du capteur. Alors pourquoi cela? Bien, la sensibilité, c'est un petit peu comme sur notre rétine. La rétine est composée en fait entre autres de cônes et de bâtonnets, qui sont en fait des récepteurs à la lumière, qui vont ensuite la transformer. Mais eh bien, c'est la même chose en fait. Donc maintenant, nos appareils sont équipés. Donc on peut régler la sensibilité, on peut la régler jusqu'à classiquement 3000-3500 ISO, ce qui est déjà énorme, en sachant qu'en astrophoto, on n'est pas obligé d'aller si loin. En réalité, on travaille souvent entre 800 et 1200 ISO. Voilà, c'est environ 1600. Alors il y a un autre composant indispensable de l'appareil photo, ça s'appelle le capteur. Ce qui pourrait correspondre, pour reprendre l'image de l'œil qu'on a pris tout à l'heure, à la rétine. Oui. Alors en fait, le capteur, eh bien, plus il est grand, et meilleure sera la qualité d'image. Alors du coup, avantage
aux appareils photo réflexes, parce qu'ils ont un capteur qui est très large, par rapport aux appareils photo compacts ou même aux smartphones. Alors on différencie également dans ces réflexes-là, ces APN réflexes, on différencie les capteurs full frame, c'est-à-dire en français plein format, des capteurs APS-C, qui sont un petit peu moins larges. Et en fait, le premier, il a une surface collectrice qui est plus grand que le second. Bon, maintenant, je voudrais prendre mon premier cliché de la voûte céleste. Alors, sans télescope, simplement, je veux shooter le ciel étoilé. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser entre voilà, un APN, un boîtier réflexe, un bridge, ou encore est-ce que je peux utiliser mon smartphone? Eh ben, en fait, tout. On peut tout à une condition. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut un mode manuel. Alors, il y a une deuxième condition. Vas-y, Pascal. Un trépied. Oui, aussi. Oui. Alors, je vais peut-être en parler. En fait, le mode manuel, c'est quoi? Eh bien, c'est le débrayage des fonctions et la gestion manuelle des paramètres. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir donner à l'appareil photo tous les paramètres que l'on veut précisément pour qu'il puisse photographier ce qu'on veut. Pourquoi on ne peut pas utiliser un appareil photo automatique? Pour la simple raison que il va adapter les paramètres comme il peut et non pas comme nous on veut. Or, quand il fait nuit noire, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le fait qu'il ne va pas pouvoir faire la mise au point. C'est ça, ouais. Donc ça, il va falloir le faire manuellement, la mise au point. Pourquoi? Parce que quand il fait nuit, même les étoiles les plus brillantes ne sont pas assez brillantes pour illuminer votre capteur, votre écran LCD. Donc le mode automatique va vous donner quelque chose presque à 99% sûr, flou. Alors, il y a aussi le temps de pause. Pourquoi il faut un mode manuel? Parce que le temps de pause. En général, quand on est en mode automatique, le temps de pause s'arrête à 1 seconde. Or, le temps de pause, eh bien, c'est indispensable pour photographier le ciel, parce qu'il faut exposer son capteur très longtemps pour avoir pas beaucoup de lumière. Ciel noir, donc c'est logique. Temps de pause, combien de temps? Entre 10 et 30 secondes, mais après, c'est un peu selon les capacités de l'instrument. Il y a certains smartphones, notamment, ou compacts, qui ne dépassent pas 10 ou 15 secondes. Donc, on ne peut pas faire mieux, mais on peut déjà voir des étoiles. Voilà, sachant que si on photographie la Lune, forcément, elle est suffisamment lumineuse pour réduire le temps de pause. Alors après, il y a la sensibilité, ce qu'on exprime en ISO. En général, on le dit tout à l'heure, 800, 1600 ISO pour le ciel étoilé. Alors l'objectif de votre appareil photo, eh bien, il vaut mieux choisir une courte focale. Alors en général, 50 mm maximum pour un réflexe. Il n'y a pas de problème avec les compacts ou les smartphones. Il suffit juste de ne pas zoomer. Voilà, donc de garder votre zoom au minimum. On peut préciser pourquoi ne pas zoomer? Tout simplement parce que plus vous allez zoomer, et plus, eh bien, il va falloir du temps de pause pour pouvoir capter de la lumière. Parce qu'en fait, on zoome sur une portion de ciel qui est restreinte, et donc on va capter le capteur va avoir de moins en moins de lumière. Donc il faut du temps de pause. Or, le temps de pause, eh bien, en fait, c'est pas tant le problème du temps de pause, mais en fait, le problème du temps de pause, c'est que 10 à 30 secondes, si on utilise les mêmes paramètres que pour une courte focale, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle un filet d'étoiles. C'est-à-dire que, eh bien, il ne faut pas oublier que la Terre tourne sur elle-même et qu'en apparence, les étoiles, on a l'impression qu'elles se déplacent dans le ciel. Et ça c'est à l'œil nu, pour un appareil photo qui image à peu près ce qu'on voit à l'œil nu, ça équivaut à peu près à 30 secondes maximum. Alors ensuite, la mise au point, on l'a dit tout à l'heure, alors ce qu'on appelle l'autofocus. L'autofocus, c'est la mise au point automatique. Surtout pas de ça, parce que puisque vous êtes dans le noir, vous ne pouvez pas faire la mise au point en mode automatique. Donc il faut faire la mise au point manuellement. Alors choisissez une étoile brillante et essayez
de zoomer dessus et d'affiner l'image jusqu'à ce qu'elle soit très précise. Alors avec un peu de chance et de la patience, vous pourrez même peut-être avoir une ou plusieurs étoiles filantes et puis des efforts aussi, parce qu'il faut quand même quelques clichés avant d'en trouver une. C'est pas un peu de chance aussi. C'est ça. Parce que là, et comme on le disait tout à l'heure, un trépied photo, c'est indispensable. Ouais. Parce que tenir l'appareil photo à la main, vous bougez, et vu que le capteur est exposé pendant au moins plusieurs secondes, eh bien malheureusement, le moindre mouvement et les étoiles deviennent des zigzags sur votre photo finale. Dernière chose peut-être aussi, le diaphragme utilisé. Oui, alors effectivement, le diaphragme, l'ouverture de l'objectif, donc on l'exprime en focale. Alors vous avez donc des focales qui sont aux alentours de 2,8, 3,5, 5,6. Ça dépend de l'appareil photo que vous choisissez. Jusqu'à... En tous les cas, choisissez une focale très courte. N'allez pas dans les f20, 22 ou 30, parce qu'alors là, il vous faut du temps de pause énorme, puisqu'en fait, vous restreignez la lumière qui va pénétrer à l'intérieur de l'objectif et du capteur. Voilà, en fait, juste pour préciser, donc la focale du diaphragme, elle est inversement, elle reflète inversement son chiffre. Donc une focale de 3,5, eh bien, en fait, elle est très ouverte. Alors qu'inversement, une focale vers les 20, elle est toute petite. Donc, ce qui permet effectivement de comprendre qu'on ne pourra pas voir ce que l'on cherche. D'accord. Alors, il existe aussi des montures motorisées pour les APN. Est-ce que c'est intéressant? Oui, par exemple, la Star Adventura. Alors, c'est très bien. Surtout, alors déjà, ça permet de faire du temps de pause beaucoup plus long, puisque là, on n'est plus gêné par le problème des étoiles qui bougent, étant donné que en fait, le principe de la monture pour APN, c'est qu'elle va suivre justement ces étoiles-là. Après, il faut juste savoir l'utiliser, mais c'est assez facile à prendre en main globalement. Et puis, eh bien, ça va aussi permettre de se lancer dans le traitement de la photo si on a envie d'avoir de superbes images de la Voie lactée, entre autres. Oui, parce que ce système-là donc, permettra effectivement, comme tu disais, de suivre l'objet que l'on veut photographier et donc prendre plusieurs clichés du même objet et ensuite les additionner et les traiter sur des logiciels informatiques après. On en reparlera sans doute plus tard. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Si je veux exploiter à fond mon télescope ou ma lunette pour me faire une nébuleuse, un amas d'étoiles ou encore une galaxie, comment je fais? Alors, là encore, vous pouvez utiliser tout type d'appareil, pas seulement des réflexes, à partir du moment où vous avez un mode manuel, histoire de pouvoir gérer, de pouvoir manipuler les paramètres de votre boîtier. Maintenant, si vous utilisez un réflexe, c'est mieux. On l'a dit tout à l'heure, plus le capteur est gros, mieux c'est. Mais en plus de ça, un réflexe va vous permettre d'avoir des possibilités beaucoup plus grandes qu'avec un simple smartphone qui est limité, ou même un compact qui bien souvent est limité aussi à moins d'y mettre le prix. Et puis avec un smartphone, on n'aura pas la fonction manuelle dont on a parlé, qui est indispensable. Alors comment on fait? Eh bien, en fait, sur un boîtier réflexe, vous avez, alors là c'est un bridge, mais vous avez un objectif qui est interchangeable, c'est-à-dire vous pouvez le dévisser et le retirer. Là, vous avez accès au capteur, et donc l'objectif, le principe, ça va être de fixer votre boîtier sans son objectif sur le porte-oculaire de votre télescope. Comment on fait? Alors, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des accessoires. Il y en a très peu et ça coûte pas cher du tout. Déjà, ce qu'on appelle la bague T, que vous allez visser sur le pas de vis de l'emplacement de votre objectif. Et sur cette bague T, vous allez avoir besoin d'un adaptateur au coulant 2 pouces et surtout pas 1,25. Et donc, il suffit de visser en fait l'anneau avec l'adaptateur 1,25. Et donc, à partir de là, vous rentrez le système dans le porte-oculaire et vous pouvez photographier au réflexe.
Alors maintenant, au niveau de la technique, donc c'est-à-dire au niveau du matériel qu'on va utiliser, notamment au niveau du télescope, quel télescope, quel type voilà, on peut utiliser? quel type de télescope? Alors un télescope ouvert, c'est mieux pour le ciel profond. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, plus la focale de votre instrument va être ouverte, et plus, eh bien, et moins plutôt, il va falloir du temps de pause pour arriver à un résultat. Par exemple, avec un télescope ouvert à AF4, AFD4 ou AFD6, on rappelle ce que c'est que le FD. En fait, c'est le rapport focal sur diamètre. Alors, le diamètre du télescope, peu importe. Hein. Que vous ayez une lunette de 80 mm, un télescope de 150-200 mm ou un Dobson de 400 mm, enfin, un télescope de 400 mm, eh bien, ça ne changera pas grand-chose en photo. L'important, c'est la focale en photo. Et la focale, il faut que ce soit entre 4 et 6 par rapport au diamètre. Donc, c'est-à-dire, on prend typiquement un télescope de 150 mm. Pour faire une moyenne, une FD de 5, ça veut dire que votre focale de l'instrument doit être de 750 mm d'ouverture. Maintenant, si vous avez une focale de 1500 mm, eh bien, il va falloir allonger considérablement vos temps de pause et ça risque de poser problème puisque les montures ont des limites de suivi. On en reparlera peut-être. Il y a d'ailleurs des tableaux qui donnent cela. Oui, vous pouvez trouver des tableaux, notamment sur les caractéristiques, justement. Alors, dois-je obligatoirement avoir un télescope motorisé? Pour le ciel profond, oui. Parce qu'en fait, le ciel profond, comme son nom ne l'indique pas, eh bien en fait, vous allez c'est profond ce que tu dis. Ouais, vous allez en fait dans le ciel très profond, et en fait, vous allez chercher des objets qui sont à la fois vastes et surtout très peu lumineux. Contrairement aux planètes, ou même à la Lune et au Soleil, qui sont des exemples flagrants, là, il n'y a pas de problème, les temps de pause peuvent être très courts, mais là, il faut absolument un temps de pause long. Quand on dit temps de pause long, c'est plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, pour avoir un beau cliché voilà, de votre nébuleuse, de votre galaxie ou de votre amas d'étoiles. Maintenant, le problème, eh bien, c'est que sans moteur de télescope, on rappelle qu'un télescope, c'est un gigantesque objectif zoom. Donc, vous êtes sur une portion très restreinte du ciel. Et là, autant vous dire que si le ciel, avec un objectif de 50 mm sur un boîtier APN, on commence à ressentir le filet d'étoiles aux alentours de 20-30 secondes, là, au télescope, c'est même pas une seconde. En quelques dixièmes de seconde, les étoiles bougent déjà. Alors vous imaginez, vous faites des temps de pause de 2 minutes, 5 minutes. Là, c'est des gigantesques traits qui barrent complètement votre... Et vous n'aurez rien de bien, évidemment. Évidemment. Alors, on peut parler aussi d'autoguidage Alors, l'autoguidage, eh bien, en fait, c'est la solution aux limites de la motorisation de votre télescope. Parce qu'un télescope motorisé, c'est bien, mais c'est limité. On va dire que les meilleures motorisations de télescope, à partir du moment où vous faites un bon équilibrage mécanique aussi de votre instrument, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au mieux, une Q5, une Q6, enfin, ça tient 2-3 minutes à tout casser. Et au-delà de ça, vous commencez à ressentir que les étoiles bougent un peu dans le champ de votre appareil. Donc là encore, vous pouvez avoir des petits filets d'étoiles. Alors l'autoguidage, quel est le principe? Eh bien, c'est une lunette que vous allez fixer au-dessus de votre instrument principal, auquel vous allez ajouter une caméra guide qui va servir justement à se caler sur une étoile de brillance moyenne qui va vous permettre de faire le suivi motorisé. Et donc en fait, après, donc, cette caméra va être reliée à un logiciel sur votre PC et va permettre donc de corriger les petites erreurs de suivi de votre monture. Et comme ça, vous allez pouvoir imager indéfiniment sans avoir à chaque fois recadré
à recadrer votre astre, votre objet dans le champ. Et ça coûte moins cher qu'une motorisation sur une monture. C'est en plus de la motorisation. Ah oui. Donc forcément, il faut encore investir. C'est un surcoût. C'est un investissement supplémentaire, évidemment. C'est ça. Bon, là, il faut qu'on commence à vraiment aussi bien s'investir dans l'astrophoto. D'accord, ok. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans le dur du sujet et faire du traitement d'images pour avoir des couleurs notamment et puis aussi de la lumière, de fin détail. Alors comment faire? Eh bien, logiciel. Ouais, oui, alors avant de passer au logiciel, il faut aussi préparer sa séance d'astrophoto. Alors, je précise une chose en passant, c'est que en général, les photos que vous prenez sur vos appareils photo sortent au format JPEG. Voilà. Alors, c'est un format qui est compressé. Ça veut dire que ça prend pas beaucoup de place, hein, quelques mots tout au plus, et ça vous permet d'avoir une très bonne qualité d'image. Par contre, après, par derrière, pour le traitement, ça va pas supporter. Donc, pour faire du traitement, il faut que vous changiez votre format d'image dans ce qu'on appelle le format d'image RAW. RAW. Voilà, RAW. Et ce format-là va permettre alors, n'est pas compressé, et va permettre donc de pouvoir traiter beaucoup plus facilement après ces images. Une autre chose aussi, c'est le rapport signal sur bruit. Alors c'est quoi le rapport signal sur bruit? En fait, le signal, c'est la quantité de détails que vous allez avoir avec votre appareil photo. Le problème, alors ça dépend de la lumière qui va rentrer dans votre capteur, donc du temps de pause forcément, ça dépend aussi de la sensibilité et autres, mais il faut savoir qu'il y a le bruit. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais plus on augmente la sensibilité, plus le capteur va récolter la lumière facilement, mais en même temps, plus il va récolter des déchets, ce qu'on appelle des déchets numériques et optiques. On en reparlera dans ce qu'on appelle les dark offset et flat. Et ce bruit-là, eh bien, il va en fait tout simplement détériorer la qualité de votre image. Donc, la chose importante à savoir, c'est que il faut augmenter le signal, mais on va aussi augmenter le bruit. Donc, comment on fait? Eh bien, on prend le plus de clichés possible. Par exemple, je veux shooter Orion, la nébuleuse d'Orion. Eh bien, au lieu de prendre une seule image qui va durer 30 secondes, avec 30 secondes de pause pour 1600 ISO, vous aurez déjà quelque chose de joli, hein, que ce soit avec un APN Reflex, en JPEG, hein, ou avec un compact, si vous le fixez sur ce qu'on appelle des pinces à imagerie. Vous aurez quelque chose de joli, mais pour faire du traitement photo, eh bien, il va falloir prendre plusieurs clichés. Voilà, donc, par exemple, 2 minutes de pause, 1800 ISO de sensibilité, et vous allez accumuler comme ça, vous allez faire plusieurs dizaines de clichés, autant que vous voulez. Voilà. Et après, vous allez les additionner, les empiler, et puis les traiter sur des logiciels informatiques. Donc oui, tu parlais de dark, flat et offset. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont leurs utilités? Alors pour faire simple, eh bien, ce sont 3 types de fichiers qui participent au pré-traitement des images de base, donc celles qui vous intéressent. Alors elles permettent d'éliminer les défauts numériques et optiques des photos primaires. Alors les pixels chauds entre autres, les poussières sur le capteur, mais aussi ce qu'on appelle le vignettage, c'est-à-dire un assombrissement des coins de photo qui se traduit en fait par une plage de lumière qui n'est pas homogène. Alors les dark, ça consiste en fait à photographier du noir complet. Alors on va en reparler parce que c'est plus compliqué que ça, mais on va pas rentrer dans le détail. Juste pour faire simple, les dark, eh bien comment on les fait? Même temps de pause et même ISO que les images brutes, même conditions ambiantes, hein, parce que on sait, il faut savoir que un capteur de réflexe en particulier, même de caméra planétaire, mais là c'est différent parce qu'on a une ventilation. Un capteur, ça chauffe au fil de la session d'astrophotographie.
Il y a ça, il y a la température du capteur qui change, et puis il y a aussi la température ambiante qui fait que le réflexe n'est pas toujours dans les mêmes conditions. Donc du coup, il y a des légères variations numériques, optiques et autres. Et donc c'est pour ça qu'on va faire les darks. Alors, le capteur, lui, va être dans le noir. Donc si on a fait de la photo au télescope, on laisse donc le réflexe sur le porte-oculaire du télescope et on ferme le capuchon du télescope. C'est ça. Voilà. Si on a fait la photo à l'objectif, on ferme l'objectif. En tous les cas, il faut que le capteur soit dans le noir. C'est pour ça que ça s'appelle dark. Voilà, exactement, noir. Flat. Alors les flats, temps de pause, il doit être calé sur la lecture de l'histogramme. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On va pas détailler. La peine doit rester avec l'objectif si on a fait de la photo à l'objectif ou sur le télescope utilisé pour les brutes si on a fait de la photo au télescope. Et doit être ciblé. Il doit cibler donc une surface blanche ou claire qui soit très homogène, très important. Alors là, les flats, c'est ce qui va permettre de mettre en évidence les poussières sur le capteur, entre autres. Et il faut aussi, enfin c'est pas obligatoire peut-être, mais il faut aussi que ce soit la même sensibilité ISO à peu près. Les offsets, c'est quoi? Alors là, le temps pause le plus court possible, 1/4 millième de seconde bien souvent, peut-être moins si les capacités du réflexe vous le permettent. L'ISO calé sur les brutes, toujours, et le capteur de nouveau dans le noir. Donc fermez le capuchon du boîtier. Voilà, pour ce qui est des dark, flat et offset. D'accord, merci Mathieu. Alors, on peut citer des logiciels informatiques qui permettent de traiter les photos. Oui, alors lors du traitement photo, on distingue deux manipulations. D'abord l'empilement, on va additionner les images, et ensuite le traitement, où là on va apporter de la couleur à son image, on va donner de la luminance, on va faire... Le format également, tu avais dit qu'il fallait remettre... Alors ça, oui, c'est pour... de format, de passer JPEG à RW. Alors ça se fait avant. Oui, c'est ça. Pendant la séance d'astrophoto. C'est ça. Alors pour l'empilement, quel logiciel peut-on utiliser? DSS, Deep Sky Stacker, qui est gratuit et automatique, donc il n'y a pas besoin de s'y connaître de trop. Tout est fait. Tout se fait automatiquement, il y a juste besoin de savoir où sont rangées ces photos, les dark, les flats, les offsets, les trier, et après on balance tout sur le logiciel, il fait tout automatiquement, il est super pour débuter. Le traitement, ensuite, en lui-même, eh bien on a plusieurs logiciels. Alors, je peux en citer quelques-uns, GIMP, Cyril, Iris, qui sont gratuits et avec divers niveaux de difficulté. GIMP, c'est peut-être le plus simple. Cyril Iris, c'est un petit peu plus délicat, oui, voilà, c'est ça. Mais enfin bon, après, c'est la façon de prendre la main aussi avec ce genre de logiciel. Et puis sinon, on a, pour ceux qui sont prêts à débourser un peu, Photoshop, qui est très réputé, Lightroom ou encore PixInsight. D'accord, donc merci pour ces recommandations. Alors après le ciel profond, voilà, je sais de faire du planétaire. Est-ce que le matériel requis est le même que pour les nébuleuses et les galaxies? Alors ça peut, on peut faire. Alors en ce qui concerne le télescope en lui-même, donc pour le ciel profond, on est plutôt sur un télescope de type ouvert, AFD ouvert, c'est-à-dire avec la focale la plus courte possible par rapport au diamètre. Pour le planétaire, idéalement, ça serait mieux que la focale soit plus longue. Donc, par exemple, si on fait de l'astrophoto, de l'imagerie ciel profond avec un FD 4, 5 ou 6, en planétaire, on privilégiera plutôt les FD 7, 8, 10, pourquoi pas au-delà de 10. Hein. Voilà, par exemple, si vous avez un télescope de 200 mm, FD 10, ça fait une focale de 2000. Alors, comment trouver ce genre de télescope? Eh bien, en fait, les plus réputés, ce sont les Maksutov, qui donnent d'excellentes images en planétaire. Ensuite, vous avez aussi les Schmidt-Cassegrain, qui ont une longue focale également, et qui sont très bien pour le planétaire, entre autres. Mais on peut utiliser des Newton, hein. La focale est plus courte, c'est plus difficile de zoomer, entre guillemets, sur la surface planétaire, mais ça se fait. Il faut de toute façon rajouter une Barlow. Voilà, donc
Quand on met sa caméra planétaire ou son réflexe, il faut rajouter une barre low, histoire de zoomer, parce que les planètes, c'est des tout petits points quand même dans le ciel. Tu préconises une barre low par 2 ? Oui, par 2, par 3, tout dépend de la focale de l'instrument, de toute façon. Alors, avec quel appareil choisir ? Alors, pour le planétaire, c'est un peu comme le ciel profond, c'est un peu comme tout. On peut prendre un petit compact, hein. Il n'y a pas de problème si on prend un petit compact. On peut prendre aussi un bridge. Bon, là, ça va être assez compliqué parce que c'est des objectifs qui sont assez grossiers. Mettre ça derrière l'oculaire, c'est pas toujours évident à centrer. Ça se fait quand même. Ou alors, on peut utiliser son smartphone aussi en zoomant un peu. Bon, la qualité d'image n'est pas excellente, mais ça peut vous donner déjà de la satisfaction. Alors, le réflexe, c'est pas super parce que le réflexe, le capteur est grand, donc va capter une large portion de ciel. Or, on l'a dit, les planètes, c'est des tout petits points dans le ciel. Le mieux, c'est d'avoir une caméra qui, naturellement, va zoomer et avoir un champ très restreint pour avoir la capacité de bien imager la surface planétaire. Eh bien, on a les caméras planétaires. C'est ça, des boîtiers spécifiques. Exactement. Les caméras planétaires, alors, il y en a de tout type, CCD ou capteur CMOS, des caméras couleurs, des caméras monochromes. Dans tous les cas, elles se relient à un PC. Donc il faut le savoir. Donc ça fait quand même du matériel à avoir, à manipuler quand même autour de soi. Et donc ces caméras planétaires-là sont à utiliser en mode vidéo. Donc on va imager les planètes en faisant des prises de vue de quelques minutes en format vidéo. Et alors l'avantage des caméras planétaires, eh bien c'est que, un peu comme les réflexes, elles ont aussi un format qui n'est pas compressé. On rappelle un JPEG, c'est le format compressé à la fois pour les photos, pour les vidéos. Quel est l'intérêt ? Eh bien en fait, c'est que là encore on va pouvoir faire du traitement par derrière avec ce genre de choses-là. Et ça va être beaucoup plus facile. Alors par contre, il faut prévoir la place, parce que ça en prend. Quand on a un fichier qui n'est pas compressé, genre là où sur votre iPhone, pour une vidéo en JPEG d'une minute, ça va prendre quelques dizaines de mots, eh bien il va falloir compter peut-être 1 giga de mémoire pour une caméra planétaire et le même temps de vidéo. Donc vous comprenez que là, ça prend quand même pas mal de place. Alors, la motorisation, donc, elle n'est pas indispensable, contrairement au ciel profond, parce que là, on est sur des objets lumineux, donc temps de pause pas très élevé. Maintenant, ça sera mieux quand même. Ça dépend. On a des planètes qui sont lumineuses, je pense par exemple à Vénus, Jupiter, Mars aussi, par moment. Et après, il y a des planètes moins lumineuses, comme Saturne, Uranus, Neptune, même Mercure, qui là, vont demander du temps de pause un peu plus long et peut-être de la motorisation pour avoir du résultat concret. La mise au point, c'est pas toujours évident. Alors la mise au point, vous avez ce qu'on appelle un masque de Bahtinov qui permet donc de faire la mise au point de façon facile. Après, si vous utilisez une caméra, enfin un appareil photo compact, vous pouvez utiliser en zoomant, vous voyez avec votre écran LCD de façon à jouer avec la molette de mise au point pour avoir la netteté la plus précise possible. Maintenant, sur un réflexe ou sur une caméra planétaire, mieux vaut quand même une caméra de Bahtinov, ce sera plus facile. Voilà pour ce qui est de la mise au point. Alors, oui, on parle de photos au foyer, on parle aussi de photos par projection. Quelle différence il y a entre les deux ? Alors oui, la photo au foyer. Eh bien, la photo au foyer, en fait, donc on parle, là c'est surtout avec des réflexes, on utilise des réflexes. La photo au foyer, eh bien, c'est quand on relie un réflexe avec le porte-oculaire d'un télescope. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut utiliser donc la bague T et un adaptateur 2 pouces. Et là, on a ce qu'on appelle la photo au foyer. On rajoute absolument rien entre le capteur et le foyer du télescope. Par contre, la photo par projection oculaire, elle est différente. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle un adaptateur universel pour projection oculaire. Alors là, donc, on a
Donc on utilise toujours la bague T hein, qu'on va fixer au boîtier de l'appareil photo. On va garder cet adaptateur de pouce. On va rajouter un autre adaptateur dans lequel on va placer l'oculaire. Alors il faut que ce soit un petit oculaire quand même. Tous les oculaires ne rentrent pas. Et ensuite donc, vous faites cette manipulation-ci. Vous rentrez le tout dans le... voilà, dans l'objet, vous serrez la petite vis qui est ici, de façon à ce que l'oculaire soit bien bloqué et ne bouge pas. Et là, donc, vous avez l'oculaire qui va permettre en fait le grossissement au foyer. Alors, c'est pratique quand on utilise un réflexe, notamment en imagerie planétaire. Ça permet de bien zoomer, parce que quand on fait la photo au foyer en planétaire, c'est très compliqué. L'objet est vraiment très petit hein, sur votre image finale, et c'est vrai que la projection oculaire est vraiment super. Et pour terminer, donc, je l'ai dans la main, c'est un adaptateur 1.25 qu'on fixe au fût du système et qu'ensuite on va insérer dans le porte-oculaire en adaptant évidemment le porte-oculaire en 1.25. Voilà les différences entre la photo au foyer et la photo par projection oculaire. Alors maintenant, quel logiciel en imagerie planétaire on peut utiliser rapidement? Ouais, alors les plus réputés, les plus connus, les plus populaires, c'est Registax, AutoStackert, il y a aussi WinJupos, et le très complet AstroSurface. Voilà, tous gratuits. D'accord, bah, c'est très bien. Alors, est-ce que c'est possible pour le soleil de photographier? Alors oui, évidemment, en prenant des précautions de sécurité, parce que là encore, alors l'astrophotographie c'est un peu différent de l'observation, hein, mais quand même vous pouvez griller votre capteur photo si vous faites une mauvaise manipulation. Donc filtre à l'avant de l'ouverture du télescope, si vous avez un Newton ou un télescope normal. Le mieux ça reste quand même le télescope solaire, au moins vous n'avez pas besoin de mettre de filtre, tout est intégré. La sécurité, elle est là. Bon, après, le prix aussi est là. Aussi, oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais au moins, il n'y a aucun problème. Là, pour le soleil. Et l'avantage du soleil, c'est que là, vous avez des temps de pause très courts. Donc, là encore, pas besoin de motorisation non plus pour le soleil. D'ailleurs, on en avait fait une vidéo là-dessus sur l'observation solaire que vous pouvez retrouver dans la playlist émission spéciale. Et on vous invite à faire preuve de prudence en tout cas. Alors, on n'a pas encore parlé des astéroïdes et des comètes et autres objets, est-ce qu'on peut en parler? Ouais, en fait, tout ça, ça rejoint le ciel profond. Hein. Donc, à partir du moment où on sait photographier le ciel profond, on sait aussi photographier ces objets-là. Après, on fait varier les paramètres en fonction des objets. C'est impossible de tout détailler parce que déjà, chaque astrophotographe va pratiquer sa photo différemment. Et puis en plus, les paramètres varient quasi systématiquement avec l'objet qu'on va photographier. Voilà. Autre question, est-ce qu'il est possible, par exemple, de photographier l'ISS? Ah, bien sûr, bien sûr. On avait fait une émission, je crois, aussi là-dessus. Mais là, l'ISS, par contre, c'est pas au télescope qu'on va la photographier. Là, c'est à l'APN avec un objectif sur trépied. Bon, ça va être un filet d'étoiles parce que là, ça bouge très vite. Hein. Mais là, y a même avec un télescope motorisé ou simplement une monture motorisée pour à peine, ça suffira pas pour suivre l'ISS. Voilà. Donc, en filet d'étoiles, oui. Ou alors en la captant, par exemple, quand elle passe devant le Soleil ou la Lune. Là, on peut la shooter de façon à la voir très nettement, la détailler même. D'accord. Voilà, donc voilà que se termine cette émission. Alors bien sûr, on l'aura compris, hein, l'astrophotographie c'est un peu une école de patience hein, qui peut devenir onéreuse mais qui sera toujours enrichissante. Alors aujourd'hui on s'est adressé notamment aux novices, plus principalement. Hein. Nous ne sommes pas entrés dans les détails bien sûr. Alors merci Pascal et Mathieu de nous avoir parlé un peu plus sur ce sujet, très enrichissant. Alors, j'espère que ça en aidera plus d'un à mettre le pied à l'étrier et puis, ou plutôt la main au boîtier photo. Alors, vous le retrouverez cette émission dans la playlist émission spéciale avec d'autres contenus dont certains sont liés avec le sujet que nous avons abordé ici. Et notamment le choix des filtres astronomiques,
mais aussi l'observation du soleil comme on en a parlé tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas aussi à consulter la chaîne de Mathieu qui s'appelle L'explorateur du ciel. Ce sera l'occasion de concrétiser les bases théoriques données ici avec de belles images du ciel et même quelques tutoriels pratiques. Et avant de nous quitter, eh bien, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce j'aime et de laisser un commentaire pour exprimer ainsi votre ressenti, et n'hésitez pas à suggérer aussi le contenu que vous voulez voir sur la chaîne. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel.